Bonjour à tous. Donc, comme Thierry vous l'a dit, on va ici parler plutôt de la nouvelle carrière de Nicolas Winding Refn, enfin de la continuité. On ne va pas revenir sur toutes les histoires, Pusher, Bronson et tout ça. Je vais juste en dire un mot parce qu'il me semble, Nicolas, que dans si on voulait résumer votre carrière, votre œuvre, on pourrait parler d'expérimentation. Parce que, par exemple, Pusher, vous le tournez en 96, alors que vous êtes tout jeune, vous avez une place dans l'école de cinéma de Copenhague et vous dites, plutôt que de prendre la place dans l'école de cinéma, je vais tourner un film. Quand ça va pas après l'échec de votre film américain, que vous devez faire un Pusher 2, vous dites, OK, mais je fais aussi un Pusher 3. Et puis après, vous allez accepter de faire Bronson, qui au départ est une sorte de biopic sur un gangster, et vous en faites un film où finalement la prison, c'est le propre corps du gangster, hein, c'était avec Tom Hardy, et puis vous tournez cet incroyable film de Viking qui est Valhalla Rising, le guerrier silencieux, comme un film de science-fiction. Et enfin, vous arrivez à Cannes avec Drive, et c'est en 2011, et tout d'un coup, c'est la consécration internationale. Vous avez le prix de la mise en scène. Ceux qui vous avaient pas repéré avant, ceux qui n'étaient pas, aux aguets de cette cinéphilie-là, tout d'un coup sont convaincus. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'à ce moment-là, au lieu de faire des Drive 2, des Drive 3, des retours de Drive et du Driver, vous faites tout d'un coup autre chose. Vous faites Only God Forgives, qui est aussi avec Ryan Gosling, mais qu'on pourrait voir comme une sorte d'opposé de Drive, son versant noir. Et puis après, il y aura l'expérimentation de The Neon Demon, qui est votre premier film, où c'est un personnage féminin qui est le protagoniste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation ? Oui. Yes. I think Je pense it's important that you qu'il always, est important. you know, part of Vous avez creativity in a medium like film that is very créé par le gigantic in its truchement d'un canvas film. Un film And, est une sorte de canevas in gigantesque. terms of there are many aspects Il y a of the énormément entertainment of film. d'aspects liés au There's divertissement both dans un your film. artistic Il y a par exemple integration, like what you want to do, l'interrogation artistique, ce que vous souhaitez faire and quand then vous there's the créez. showmanship. Et puis, il y a And le those côté two things performance. have to kind of Et ces coexist. deux choses doivent coexister. And I always thought J'ai toujours more pensé, pour ma interesting part, qu'il est plus intéressant going against the expectation, d'aller à because l'encontre then every des time attentes. you reinvent. Chaque fois ainsi, Your vous creativity, réinventez which votre essentially propre is the créativité. whole point of what we're Et ça, doing. essentiellement, c'est I'm le here but to de ce que nous faisons. channel my Je suis emotions ici pour canaliser through this medium mes called émotions par le images. truchement de ce moyen, And ce support so qui to s'appelle me, les images. It's always important. Donc pour moi, il est to, toujours important remember, de like I say, what's like se Christmas. You don't rappeler. know what En you're fait, gonna c'est get, un petit peu comme but it's Noël. gonna be Vous ne savez really pas good. ce qu'on va vous donner, mais vous savez que ça va être fabuleux. Et donc, après The Neon Demon, qui a un accueil ici assez favorable, pourquoi tout d'un coup vous décidez de bifurquer sur cette série? Pourquoi ne pas continuer à faire un autre film? I think that Je for a pense long que time, pendant longtemps, ever since en fait, certainly following Drive and so forth, suite à Drive, the etc., evolution of the internet has had such an l'évolution effect on us d'Internet a eu in un terms impact of très cinema. profond sur nous dans le monde du And cinéma. I'm not a television person. Je ne I'm not suis someone who pas watches a lot en of faveur tellement television. de la télévision, je la regarde But peu. I got very interested in what I Mais call je me YouTube suis filming, beaucoup which means intéressée that au my tournage films YouTube. like Ça veut Drive dire and que Neon mes Demon films and Only comme God Forgives were Drive, constructed Only in God chapters, Forgives, like it would be The sliced Neon up Demon ont été and could conçus be seen en chapitres. in On different pouvait les circumstances, and you subdiviser could also see en it chapitres pour les combined, and you voir could ces also see chapitres it dans différentes circonstances. On pouvait les voir disconnected. ensemble ou
séparément. Et pour moi, c'était fort intéressant. De plus en plus, quand je regarde quelque chose dans cette catégorie-là, quand je faisais le Neon Demon, il y avait tout ce buzz à Los Angeles, car c'était l'époque où Netflix commençait à créer beaucoup de contenu et avec grand succès. Tout le monde dans l'industrie disait il faut absolument faire de la télé, parce que ça va être la poule d'or. Mais je n'en avais pas trop envie. Toutefois, j'étais très intéressé par le streaming. C'est Netflix qui avait été pionnier en la matière, c'est-à-dire rendre disponible tout ce qu'on peut imaginer et souhaiter pour que les gens puissent regarder ce qu'ils veulent. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais trouver? Ce concept de streaming est vraiment très intéressant. J'ai décidé donc de faire un film en streaming après The Neon Demon, parce que je pouvais en fait faire un film sans limite, sans règles chronologiques, parce que le temps c'est toujours votre ennemi quand vous créez. Dans ce cas-ci, avec Internet et tout ce flux autour de nous, on peut regarder ce qu'on veut quand on veut sur Internet. Et puis j'ai observé comment mes enfants s'en servent et même comme moi, je m'en sers. Moi, j'aime bien regarder ou écouter les médias le matin, quand ma femme part faire du footing et moi je prépare le déjeuner des enfants. Je regarde YouTube et j'adore cliquer sur des choses. C'est moi qui maîtrise la situation. Je me suis dit donc, voilà, je vais faire un film très très long. Et je peux le faire avec le streaming, mais je n'aurais jamais pu le faire dans le cadre classique du cinéma. D'où l'idée de Too Old to Die Young. Donc l'idée, c'était de faire un film de 13 heures d'emblée. Vous vous êtes dit, on va faire ça, 13 heures, ou vous avez commencé à écrire sans vous donner de contraintes de durée? Oui, absolument. Streaming doesn't Le really streaming have any length other than what is ne comporte pas la notion imposed de by durée. the industry. En dehors de ce qu'impose But the l'industrie. people that were financing it were very Les gens qui supportive of leaving me alone. m'ont beaucoup They soutenu, thought they étaient were gonna get a d'accord pour me 10-hour laisser tranquille. show. Ils pensaient qu'ils auraient quelque chose qui And allait instead, durer I 10 did a heures. À la 13-hour place, movie, j'ai fait un and film qui dure they were like, 13 "But you heures. have to Et divide ils it m'ont dit, up." bon, I bah, said, il faut "All le right." subdiviser. So then I J'ai dit, divided it up OK, in donc j'ai places that I thought it needed to be subdivisé divided up. par rapport aux endroits of qui course, you méritaient suddenly d'être had subdivisés. episodes Et puis tout d'un coup, running il y avait an des hour or épisodes 2 d'une hours, an heure, hour ou de and a 2 half, heures, or ou 1 d'une minute. heure et demie, ou d'une So it minute. kind of just became Donc, like a much more interesting way of c'est devenu une creativity façon because it plus was like intéressante de painting a créer. huge C'est comme canvas si j'étais en train and de afterwards peindre slicing it up in une pieces énorme and toile then qui giving it out to ensuite the était public who découpée en then can morceaux basically et put it donnée au together public qui however they pourrait want. And if you want to reconstituer see le it in a tableau linear comme il le fashion, you souhaitait. do that, Vous pouvez or you could gone to the screening last night voir and le just film de be façon linéaire ou transported into hier the middle soir, of it. vous And that is really avez what pu être creativity is all plongé about. au It is to milieu donc de transport yourself. yourself and On the peut donc experience se of the viewer transporter into a l'expérience form du of spectateur artistic odyssey et en faire une of sorte emotions d'odyssée that hopefully artistique will remplie penetrate the d'émotions mind and qui then vont travel with pénétrer you le forever. cerveau et puis accompagner le spectateur à tout jamais. En même temps, c'est vrai que vous nous avez proposé hier soir les épisodes 4 et 5, mais ils font un tout. C'est-à-dire que celui qui se retrouverait comme ça devant une liste de 10 épisodes, est-ce que vous lui dites bah, vas-y, pioche comme tu veux, ou est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un guide? Il me semble par exemple que l'épisode 5 hier, on l'a mieux savouré en ayant vu le 4. Well, I mean, anything Oui, that, bien sûr. you know, has a crescendo Toutes needs les choses evolution. vont en crescendo. Il y a une sorte So d'évolution. I had basically, you En know, gros, so the beginning I should probably talk a little En bit fait, how, il faudrait you know, que je how vous the parle show du was début, created. de comment So I j'ai was in a créé car, donc ce we were film. preparing J'étais the dans Demon une in LA, voiture et on and
préparer The Neon Demon à Los Angeles, tout le monde disait il faut faire de la télévision. Il y avait cette notion de religion et de mort. Et puis, j'ai trouvé l'idée Too Old to Die Young, et j'ai appelé Brubaker. Brubaker, c'est un écrivain de romans absolument extraordinaire. Il écrit des romans très graphiques à Los Angeles. Il est dessinateur de bande dessinée. Et je lui ai demandé s'il voulait m'aider à créer ce film qui devait tourner autour de la mort et de la religion à Los Angeles. Il était d'accord. On a commencé à travailler ensemble. On a créé une sorte de canevas d'écriture. On a fait tout ce qu'il fallait pour trouver un financement. Avec la sortie de The Neon Demon aux États-Unis, on y était pour la sortie, et il y avait mon distributeur américain qui me demandait ce que j'allais faire par la suite. Donc je lui ai expliqué, je vais faire ce long film, cette espèce de série, est-ce qu'ils ont été d'accord pour le financer? Mais en gros, c'était censé être moi qui faisais un très long film. Et puis, ça a déclenché tout le processus. On a fait le scénario, on a suivi la procédure habituelle. Mais quand, donc, pendant l'écriture, je suis allée à Los Angeles, il y a eu les élections en 2016 aux États-Unis. Et j'ai vraiment été très influencée, très intéressée par ce qui se passait aux États-Unis. J'ai décidé d'enlever la narration et de canaliser mes émotions par rapport à l'évolution en cours aux États-Unis. On a tourné lorsqu'on a annoncé le gagnant des élections, et puis le tout est devenu une sorte d'odyssée. J'écrivais chaque soir avec l'équipe, et puis je tournais pendant la journée. Et ça a duré 10 mois. C'est comme rentrer dans un studio et devenir un peu fou à la fin. Au bout du compte, vous avez tourné donc ce long film, mais comme les autres films, parce qu'on sait que c'est une de vos marques, ça, de tourner dans l'ordre chronologique du film, et donc de réécrire. C'était le cas, par exemple, de Neon Demon et de Only God Forgives. Vous le réécriviez chaque nuit, et le tournage du matin était riche de ce que vous aviez réécrit dans la nuit et du tournage des précédents jours. Vous avez avancé sur ces 13 heures de cette manière-là. Oui, absolument. Et franchement, ça bousillait mon cerveau. Faire ça pendant 6 semaines, c'est assez simple, mais pendant 10 mois, c'est une autre paire de manches. Et le film s'est accaparé en quelque sorte de ma vie. Quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être une approche différente. J'avais une autre idée de la réussite. Maintenant que je suis devenu plus âgé, plus sage, je suis devenu père de famille, j'ai compris que la créativité, c'est le processus. Et en fin de compte, le résultat, c'est ce que je considérais comme un espace mort. C'est quelque chose qui existe quelque part dans l'univers, mais ça ne m'appartient plus. Et en fait, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est le processus de la créativité. Ce qui m'intéresse, ce sont ces moments-là qui imprime votre cerveau. Cette créativité prend racine dans tout ce que vous avez en vous. C'est ça, le fait de vivre, de ressentir la douleur ou la joie, c'est comme ça qu'on se sent vivre. Mais le résultat en lui-même, bon, on ne peut pas vraiment aimer ses créations pendant trop longtemps après. C'est un peu comme les enfants. Il était reparti chez lui, vous l'appeliez ou vous étiez seul aux commandes de la réécriture pendant le tournage? Eh bien non, en fait, je tournais pendant la journée et puis j'allais en salle d'écriture toute seule. Et puis il y avait une autre femme, Hallie Gross, qui était avec moi parce que Alejandro m'avait dit qu'il fallait absolument que j'aie une père et une mère pour ce film. Donc il me fallait une mère.
Anna Jurowski. Et donc, j'avais ce truc avec lui. J'ai besoin donc de son approbation quand je fais quelque chose. Nous organisons une séance de lecture et puis on en parle. Donc, avec The Neon Demon, j'avais dit, je veux quelque chose pour la télévision. Il m'a dit, oui, oui, c'est ça l'avenir. Avec son accent inimitable et en me pointant du doigt avec son téléphone. Et je lui racontais ce film, il me disait bah, fantastique, fantastique. Par la suite, lorsqu'on préparait le film, je suis retournée à Paris, nous avons fait une autre lecture et cette fois-ci, il m'a dit il vous faut une femme. Ok, je suis allée trouver une femme pour aider avec l'écriture et c'était fabuleux, parce que c'était absolument nécessaire. C'est comme le yin et le yang, c'était l'autre 50%. Donc il se retrouvait le soir avec moi et je dictais, je commençais à passer en revue ce que je voulais changer et comment ça devait changer. En ce faisant, pendant 6 semaines, bon, c'est simple, mais pendant 10 mois, tous les jours, c'était un peu comme devenir fou, mais d'une manière très drôle. Alors, un film s'écrit 3 fois. Il s'écrit au moment du scénario, il s'écrit au moment du tournage, mais il s'écrit aussi au moment du montage. Et pour le montage, vous retrouvez évidemment votre monteur de prédilection qui est Matt Newman, mais à quel moment il intervient? C'est-à-dire qu'il commence à monter pendant que vous tournez. Alors là, j'imagine sur les 10 heures, parce que du coup, comme vous tournez dans l'ordre chronologique, les épisodes ont été faits les uns après les autres, mais quand vous tournez le 2, il est en train de monter le 1, ou il commence déjà à monter l'épisode 1 alors que vous êtes encore en train de tourner l'épisode 1. Eh bien, il y avait une courbe d'apprentissage en termes donc, de tout le matériel que je devais produire. J'avais une équipe donc, de personnes pour m'aider. Sur le plan éditorial, nous étions en contact tous les jours avec Matt, il parlait avec les gens avec qui il travaillait, et puis on peaufinait chaque épisode à la fin. Mais Matt, c'est quelqu'un qui intervient dès l'écriture du scénario. Il voyait les scénarios, on en discutait, etc., etc. Donc, il est devenu l'encre, le pilier qui faisait que tout est resté à peu près normal et pas totalement fou. Et il faut un bon partenariat lorsqu'on crée quelque chose d'aussi géant, d'aussi énorme. En fait, on a pris des décisions éditoriales, de rédaction, si vous voulez, puis je revenais là-dessus, je changeais, je tournais autrement, et puis il fallait réécrire de nouveau. C'était comme cette histoire de peindre tous les jours pour quelqu'un, évidemment, qui est daltonien, c'est pas évident. Et l'autre personne dans l'écriture, c'est quand même Cliff Martinez qui fait la musique. Parce que vos films sont écrits, j'allais dire, avec du silence et de la musique. C'est pas les films les plus bavards qu'on peut voir sur la croisette, hein, vos films. Et cette série ne fait pas exception. Il y a assez peu de dialogue. Mais par contre, la musique qui intervient à des moments très privilégiés, parce que c'est pas non plus, on n'est pas dans l'industrie du cinéma américain où il y a de la musique qui barbouille tout. Il y a des longues plages de silence et puis tout d'un coup, il y a les nappes de musique. Donc, est-ce que la musique de Cliff Martinez participe à ce projet d'écriture? Eh bien, Cliff, c'est devenu le 3e membre du groupe avec Matt et moi. Nous fonctionnons en équipe. Et ces 2 personnes sont impliquées très tôt. Cliff lisait les scénarios, on parlait donc des sons, de la musique ou du rythme de base. Donc ces 2 personnes, ces 2 partenaires font partie de l'ADN du film. On est 3. Mais moi, je serais tenté sur cette série de donner un 4e nom, qui est le nom du chef opérateur qui est au départ, qui est Darius Khondji. Comment vous avez idée de faire venir Darius Khondji, qui est le fameux chef opérateur de Seven, de tas de films, mais avec lequel vous n'aviez jamais collaboré? Et est-ce qu'avec lui, vous avez décidé du code visuel de toute la série? Parce que c'est très intéressant. Hier soir, quand on voit l'épisode 4 et l'épisode 5, l'épisode 4 est éclairé par Darius Khondji, l'épisode 5 par Diego Garcia, et franchement, en blind test,
Si on ne regarde pas les génériques, c'est pas évident de penser que d'un épisode à l'autre, on a changé de chef opérateur. Eh bien, j'ai rencontré Darius Khondji à Cannes il y a environ 2 ans, lors des 70 ans, et nous avons été invités à un déjeuner Kodak. On était assis l'un à côté de l'autre, on ne se connaissait pas. Donc on s'est dit, voilà, bonjour, je suis tel et tel. Bon. Mais qu'est-ce qu'on dit? J'aime bien votre travail. Oui, j'aime bien votre travail. Donc, bizarrement, un petit peu comme le trajet en voiture avec Ryan Gosling et moi, quand nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre, comme deux filles, deux adolescentes, Darius et moi avons commencé à parler de nos iPhones et de combien on aimait nos iPhones, combien on utilise nos iPhones, et puis la conception de l'iPhone, toutes les applications, quel bel outil. Et puis, bon, on est devenus amis grâce à cet échange sur les iPhones. Et puis, on a été très intrigués par l'objectif de l'iPhone. Donc, tout s'est bien terminé finalement lors de ce déjeuner, puisqu'on avait trouvé un vrai sujet de conversation, au lieu de dire simplement « j'aime bien votre travail ». Oui, super. Donc, quelques mois plus tard, quand j'allais à Los Angeles pour commencer mon travail, j'ai appelé Darius parce qu'il m'avait donné son numéro de téléphone, comme si on allait sortir ensemble. Et je lui ai dit, écoutez, je vais faire ce truc aux États-Unis. Est-ce que vous voulez le faire avec moi? Et il m'a dit oui. J'ai dit, ah bon? Et il a dit, oui, oui, une deuxième fois. Et j'ai dit, OK, c'est génial. Donc, évidemment, quelqu'un comme lui a plein de choses à faire. Il ne pouvait travailler avec moi que pendant une période limitée de temps. Mais c'était 6 ou 7 mois sur les 10. Et c'était franchement une relation incroyable entre nous deux. Ce qu'on faisait, c'est entre chaque prise, quand on reprenait le travail, je voulais que tout ait donne l'impression de photos, d'un recueil de photographies. J'adore cette notion d'image unique. Quand j'ai commencé à faire des films, je voulais capter la réalité. Ça veut dire que la caméra devait suivre l'acteur, pouvait tourner dans tous les sens. C'était une sorte d'entité documentaire neutre qui suivait le jeu d'acteur. Et bien sûr, quand j'ai fait mon premier film, j'étais très naïf et arrogant. Donc, il fallait que les choses ressemblent totalement à la réalité. Donc, la cocaïne, c'était réel. Toute la violence était vraie, car toute la cocaïne était vraie. Donc, ça posait certains problèmes. Mais je me rappelle, quand j'ai fait la trilogie des Pushers, je me suis dit, je ne m'intéresse plus à la réalité des choses. Je ne peux pas chasser, courir après la réalité. Donc, je me suis intéressée à la non-réalité. Hans Christian Andersen, s'il était encore en vie aujourd'hui, il écrirait peut-être des contes de fées, et je me suis intéressée à l'ADN des contes de fées. Avec Darius, chaque fois, on prenait nos iPhones et puis on se déplaçait comme deux ados avec nos iPhones pour savoir où placer la caméra. Et ce lien, cette créativité a donné beaucoup de sensibilité au film. Moi, je suis daltonien, je ne sais pas si vous le savez, je suis daltonien, donc il y avait plein de choses que je ne pouvais pas voir. Et Darius a été très gentil. Il a changé certaines choses pour que je vois bien. Que vous nous expliquez, parce que vous le dites souvent dans les entretiens que vous êtes daltonien, mais concrètement, quand vous dites qu'il y a des choses que je ne peux pas voir, par exemple, on voit que votre cinéma est très marqué par le rouge et le bleu. Alors, pour vous qui êtes daltonien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez besoin d'éclairage expressionniste pour bien faire la différence. Comment ça se traduit, cette gêne, qui du coup devient une sorte de plus pour avoir une créativité particulière?
Mais je ne sais pas comment expliquer comment c'est d'être daltonien. Ben, je n'ai jamais vu la couleur. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Mais je peux dire que la créativité consiste à utiliser les obstacles à votre propre avantage. La situation créative n'existe pas. Votre boulot, en tant que conduit des émotions, est de transformer ces faiblesses en force. Et j'ai été diagnostiquée avec plein de choses épouvantables dans ma vie et j'ai toujours dit, bon, ben, il faut que j'en fasse un avantage. Parce que, bon, c'est pas génial, forcément, d'être normal, soi-disant. Par rapport aux couleurs, j'ai appris que j'étais daltonien à l'âge de 24 ans, parce que j'étais dans un magasin de chaussures avec ma première copine, qui n'est pas devenue ma femme. Ma première copine, ben, je l'ai eue seulement à 24 ans. Bon, j'avais eu des rapports, mais je n'avais pas de copine attitrée. Je n'ai pas payé pour le sexe, mais ma femme s'appelle Liv et elle est en train d'essayer une paire de chaussures, puis elle change de chaussures. Elle essaie une autre paire et je me dis, ben, elle a vraiment un problème puisque ce sont les mêmes chaussures. Et puis elle m'a dit, ah ben, c'est incroyable, tu ne vois pas la couleur alors. Non, non, tes chaussures sont noires et apparemment elles ne l'étaient pas. Donc, je venais d'apprendre que depuis que je suis née, je voyais le monde en noir et blanc. Et au contraire, c'est fabuleux, c'est pas épouvantable. Je ne vois que les couleurs extrêmes, je ne vois pas les couleurs moyennes. Il y a maintenant un test qui existe, il y a des choses que je n'arrive absolument pas à voir. Darius disait, je vois ceci, cela et cela. Et donc c'est avec ça qu'il faut travailler. Et il a respecté ce que je voyais. Il s'est engagé dans ce même processus. On est devenu partenaire dans quelque chose qui, à prime abord, ressemblait à un obstacle, mais est devenu un avantage. À ma connaissance, vous n'avez jamais tourné en noir et blanc. Est-ce que ce serait une expérience qui pourrait vous tenter ou qui, au contraire, serait trop compliquée ou pas intéressante pour vous? J'adore le noir et blanc. Il s'agit de trouver le bon projet. Et puis la sensibilité commerciale de noir et blanc dans l'industrie du cinéma. J'adore le blanc et noir, notamment en photographie. Peut-être la prochaine fois. Donc, je reviens sur cette idée de collaboration avec Darius. Est-ce que, quand on commence comme ça une série ou un film de 13 heures, on dit on va mettre en place des codes couleurs très particuliers et que du coup, comme il est là que 6 ou 7 mois sur les 10 mois du tournage, les successeurs, les autres directeurs de la photo vont reprendre cette Bible? C'est comme ça que ça a marché? Eh bien, comme c'est un petit peu un spectacle, il y avait 3 mois de préparation. On pouvait préparer pas mal de choses et après, on était un peu en chute libre. Il fallait réfléchir vite. D'où la pression. On disait il faut réfléchir vite parce qu'il y avait le temps qui passait. On fatigue un peu, mais en même temps, c'est palpitant. On se disait, bon, on trouvait une palette de couleurs, on regardait, on disait, oui, c'est génial, on y va. Alors, quand Darius Khondji, on l'a interrogé en lui demandant quels seraient pour vous les 2 mots-clés de ce film, il disait sexe et violence. Est-ce que vous serez d'accord avec ça pour dire que c'est sexe et violence, les 2 maîtres mots? Parce que vous nous avez parlé de mort et de religion au départ. Eh bien, tout ce qui a trait à la mort est une forme de violence et la religion est très sexy. Donc c'est une autre façon de parler de sexe et de violence. Alors,
on a vraiment l'impression de la continuité thématique de vos précédents films. La relation du sexe, j'allais dire que les femmes, c'est les anges et les démons dans vos films. C'est-à-dire qu'on voit, notamment dans l'épisode 5, ce monde terrible de la pornographie et de l'esthétique du viol, et de l'autre, il y a la copine du héros, Janet, qui est cette espèce de jeune fille qui représente pour lui quelque chose de très beau et d'une sensualité très exacerbée aussi. Oui. Et comment se mélange en vous est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que parce que votre cinéma est quand même très marqué par une espèce d'aspiration à la pureté. Est-ce qu'on peut retrouver ça à l'intérieur du sexe et d'une certaine manière dans la violence aussi, que la violence serait comme un négatif du sexe? Eh bien, je pense qu'en termes de créativité, il y a deux émotions clés. C'est le sexe et la violence. Et je pense que c'est une définition rapide de la situation. Mais oui, ça sous-tend tout dans la vie et ça peut revêtir un autre sens selon la personne qui pose la question. Parler de sexe et de violence, pour moi, c'est une façon d'éviter de parler de ce que je fais, parce que je n'aime pas parler de ce que je fais. J'aime faire les choses, mais je n'aime pas vraiment en parler, parce que je ne suis pas homme politique, je ne suis pas en train de vous demander de voter pour moi. Je suis ce que je suis et je fais ce que j'aime faire. Et quand vous tournez, est-ce que... Évidemment, vous vous posez la question de la représentation, surtout pour ces deux choses que sont le sexe et la violence, mais quelle est la part sur le tournage et par rapport à ce que vous avez prévu de découpage ou de relative, j'allais pas dire improvisation, mais par exemple la séquence d'ouverture du 4, où tout d'un coup on voit le personnage de Miles Taylor et sa petite amie qui est sur le lit, etc. Est-ce que l'espèce de chorégraphie que vous avez imaginée, que vous avez tournée là, vous l'avez répétée avant, ou c'est tout d'un coup sur le tournage que vous décidez de tout mettre en place? Eh bien, c'était répété dans la chambre. J'étais à quatre pattes par terre pour voir comment tourner la scène. C'est ce qu'on faisait un petit peu en salle d'écriture. Mais le truc avec le sexe et la violence, et bon, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut en parler, mais c'est l'essence de tout ce qui sous-tend nos vies. Bien sûr, on peut disséquer ces thématiques, mais il y a cette notion de pureté et de minimalisme dans l'idée que ce sont les deux thèmes de base. La vie est certes beaucoup plus complexe que cela, mais en fin de compte, tout revient dans notre sous-conscient au sexe et à la violence. C'est comme la perversion. Au plus profond de nous-mêmes, qu'on l'aime ou pas, il y a un élément de perversion, de perversité. Et en créant, on peut trouver des choses qui ne sont pas acceptées dans la société en général. On peut vivre ce fond de créativité. C'est pour ça que la créativité est tellement puissante, car elle permet de changer le monde. On fait quelque chose de très sincère à partir du plus profond de soi-même. C'est un petit peu comme une grossesse. On plante cette idée chez quelqu'un, ça grandit et ça voyage avec cette autre personne pendant toute leur vie. Et ce qui marche aussi, c'est la contradiction. Les personnages intéressants sont contradictoires. Parce que ça aussi, ça crée le dialogue, parfois avec soi-même, dans son propre cerveau. Mais le plus important encore, c'est le silence. Bon, j'estime que le silence, même si on dit que les yeux sont la fenêtre donc de l'âme, moi je pense que c'est le silence qui permet de voir l'âme. Le silence est quelque chose à laquelle on n'est pas du tout habitué maintenant. Le monde est devenu très bruyant partout.
Mais le silence révèle l'âme. Le silence révèle la vraie personne. Et plus vous pouvez apprécier ce silence, plus ça peut devenir peu commode. Je ne sais pas si vous méditez, moi je ne le fais pas, mais apparemment si vous méditez, vous arrivez à un autre niveau de conscience. Mais avec la créativité, je comprends l'ADN de la créativité. J'aime la vitesse aussi. J'aime quand les choses sont lentes et tout d'un coup vont très vite et puis redeviennent lentes et puis quelque chose ne bouge plus et puis se déplace très très vite d'un coup. C'est un peu comme lorsqu'on conduit, mais la voiture n'avance jamais à la même vitesse, avance, ralentit, mais je suis fascinée par cette notion de vitesse. Et on pourrait dire que la violence dans votre cinéma fonctionne par éclat, c'est-à-dire qu'effectivement il y a le silence, mais souvent le silence est lié à une sorte d'attente, comme si on chargeait en puissance et tout d'un coup, comme une décharge, presque une éjaculation, parfois c'est comme un driping de sang, presque un driping de Pollock, le type qui se fait tuer au début de l'épisode 4, quand le sang gicle sur la vitre de la voiture, c'est un éclat brusque, et on a l'impression que votre film, mais vos précédents aussi, fonctionnaient comme ça par bloc de temps, et on va être dans le silence, on va être dans l'attente, et tout d'un coup, paf, ça explose. Oui. Et est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à l'écriture ou qui vous vient naturellement? Je ne sais pas. Nous avons tous nos façons de travailler et j'adore l'imprévisible. L'imprévisibilité, ne pas savoir. C'est toute une question d'attente. Attente. Comment est-ce qu'on va raconter l'histoire? Donc pour préparer le film, vous êtes installé en Californie, vous avez exploré la Saint-Bernardo-Valley. En quoi d'être là en préparant ce que vous avez pu voir tout autour a alimenté votre création, le scénario, les péripéties? Est-ce que en étant sur place, vous avez eu des nouvelles idées auxquelles vous ne pensiez pas? Oui, bien sûr. Quand on fait un film à faible budget, on dépend beaucoup de l'environnement pour faire des décisions rapides. On utilise les outils disponibles au mieux. Et est-ce que, par exemple, la politique, vous parliez de Trump tout à l'heure, a pris une plus grande part? C'est vraiment le premier de vos films où on aborde, il y a des meetings politiques, on parle de fascisme, c'est la première fois, j'ai l'impression, que vous mettez ce sujet sur le devant de la scène de vos films. Je pense qu'avec les élections de 2016 aux États-Unis, le sexe et la violence sont devenus un sujet extrêmement important à cause du comportement des gens autour des élections. Et quand je tournais, ça a commencé à m'intéresser de plus en plus. On tournait lorsque Trump est devenu président. Et en soi, ça a été une sorte de source d'inspiration parce que je réagissais à tout ce qui se passait autour de moi aux États-Unis à ce moment-là. Il y a un autre élément que je trouve très frappant dans ce film, c'est l'humour. Moi, il me semblait qu'il était déjà très présent dans The Neon Demon, qui, par bien des aspects, mais je trouvais aussi des occasions de rire dans Bronson, par exemple. Mais avec, par exemple, l'épisode 5 qu'on a vu hier soir, il y a carrément dans la poursuite en voiture, il y a presque du slapstick. C'est-à-dire que c'est pas simplement des répliques humoristiques, un personnage qui va nous faire rire, mais là, c'est carrément une situation. On a presque l'impression qu'on pourrait être, je sais pas, chez les frères Cohen ou quelque chose comme ça. Oh, OK. Bon, d'accord. Et est-ce que vous seriez tenté pour faire une comédie? Je pense que tous mes films sont un peu comiques. Mais comiques avec autre chose dedans, mais...
Well, it's like it again. I don't have like an agenda. Bon, je n'ai pas d'agenda. Je ne dis pas je veux faire ceci, je veux faire cela et de telle façon. Ce qui n'est pas défini par avance est plus intéressant. Si on s'attend à ce que je fasse quelque chose, je fais toujours le contraire d'ailleurs. Pourquoi ne pas tout mélanger ensemble? Un peu de sexe, un peu de comédie, un peu de violence, quelques visions, des fétiches, du sexe, comédie, et vous tournez en boucle avec ça. Et quelle a été la réaction d'Amazon quand ils ont vu le film fini? Amazon, quand ils ont vu le film fini, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils ont été très présents sur le plateau? Est-ce qu'ils voyaient les rushs? Est-ce qu'ils ont eu une surprise quand ils ont vu l'ensemble? Comment ça s'est passé, la relation avec eux? Eh bien, c'était génial, parce qu'ils m'ont laissé faire. Et c'est le rêve de tout réalisateur. Quand je leur ai montré le film, ils disaient « Oh là là !» Bon, d'accord, ok. Poursuivons. Et bien sûr, avec Ken, qui le présentait, eh bien, en soi, c'est extraordinaire. C'est magnifique aussi pour Cannes, et c'est fabuleux d'être ici à Cannes. C'est bien pour le streaming aussi. Le streaming, bien sûr, c'est la force qui nous entoure et dans laquelle on puise. Et cette occasion hier soir de présenter donc un film en streaming, un film qui dure 13 heures, en fait, c'est un pas en avant. On suit l'évolution ainsi du cinéma. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire du cinéma classique, mais il faut quand même accepter l'avenir. C'est ce qui est passionnant chez les adolescents. Prenons le cas de nos enfants. C'est ce qu'ils font, plutôt que d'essayer d'imposer mon monde à moi ou le monde du passé. Ce qui est amusant, c'est que vous dites peut-être des jeunes pourront regarder le film sur le smartphone, mais quand même, si on regarde ce film sur le smartphone, il y a quand même des scènes qui sont quand même très sombres, hein, d'un point de vue chromatique, on verra pas trop. En fait, quand vous tournez, vous vous occupez pas de savoir comment on va le regarder derrière. Oui, on est obligé. Dès que l'on fait quelque chose, il faut se dire, voilà, ce que je vais créer doit être le plus parfait que possible sur un iPhone. Et aussi sur un immense crâne comme à Cannes. Il faut penser aux deux. Sinon, vous n'allez pas survivre sur le plan commercial. Il faut savoir s'adapter. Au lieu d'avoir une chose, vous avez de multiples écrans, de multiples voix. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir une seule voix. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça l'avenir de la créativité. La créativité comporte plusieurs options différentes. Dans cette recherche de la créativité, comment vous mettez votre travail dans la publicité? Est-ce que pour vous, la publicité, ça a à voir avec la créativité, ou est-ce que c'est une sorte de gagne-pain pour vous permettre la créativité à côté qui serait moins rentable? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé pour de très belles marques et ça m'a beaucoup satisfait parce qu'ils m'ont donné énormément de liberté. Mais quand je travaille pour une marque, quand je fais une publicité, c'est un petit peu comme si on fait, je ne sais pas, un spectacle aux États-Unis. Ça me plaît, mais pendant peut-être une semaine. J'aime bien faire les pubs quand elles sont belles, car c'est une façon de faire de l'art. Parce que dans la publicité, dites-moi, corrigez-moi si c'est pas comme ça, mais j'ai l'impression qu'au contraire, tout doit être cadenassé. C'est-à-dire que il faut faire accepter les storyboards. Vous pouvez pas arriver en disant on va tourner la publicité dans l'ordre chronologique et on va tout réinventer. Il faut s'en tenir à ce qui a été décidé avec la personne qui produit le spot.
Well, that is, you know, Oui, tends to be the usual way. And then ça c'est la sometimes façon you run normale de into faire, mais campaigns parfois where they're more il y a like des they leave it up to campagnes you to où kind of on a create plus your de own liberté, thing. on peut And créer son sometimes propre you are truc. basically just given a Parfois, storyboard on vous donne le and can you just storyboard shoot this? et on vous dit, And est-ce que that's vous also pouvez le great because tourner? then Et you can ça just aussi, become a c'est bien, craftsmanship. parce And you que wrap c'est early une and question de still get compétence. more money. Vous finissez assez vite et vous gagnez plein d'argent. Alors, maintenant que vous avez fait cette expérience de streaming, où vous en êtes maintenant? C'est-à-dire que à quoi vous aspirez pour la suite? Est-ce que vous voulez revenir au cinéma? Est-ce que vous avez envie d'aller chercher le public, le faire venir dans les salles? Ou est-ce que vous allez continuer dans le streaming là? Mais je parle de l'avenir là tout de suite là, ces prochains jours, ces prochains mois. Well, I want to make a new movie. Eh bien, je voudrais faire un nouveau film l'an prochain. C'est un... Vous avez déjà une idée, un scénario, vous avez déjà un producteur, vous savez déjà qui va le financer, ou c'est un souhait? Yes, yes, Oui, yes, and oui, yes, and oui, no. oui et non. Bon alors peut-être rendez-vous à Cannes l'an prochain pour le voir alors. C'est déjà très avancé. Maybe. Peut-être. En même temps, on se méfie un peu parce que on vous annonce sur des tas de projets et puis finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes jamais là où on vous attend. On a parlé de Barbarella, on a parlé de l'âge de cristal et puis c'est des projets que finalement vous avez déclinés pour faire autre chose et c'est loin d'être un reproche de ma part, mais tout d'un coup il y a beaucoup de choses en suspens et là le film il est sur les rails. Eh bien, oui, je dis toujours, c'est un petit peu comme un train sur les rails, tout tourne. Et puis, donc, quand je décide de faire quelque chose, c'est sur les rails, il faut trouver les sous, on fait le film et puis on passe à autre chose. C'est mon boulot, c'est ma profession, c'est ce que je fais matin et après-midi au boulot. Et est-ce que ce film, vous allez l'aborder différemment après cette aventure du streaming? Yes. Oui. Qu'est-ce qui va être différent? Qu'est-ce qui va être différent? I don't know yet. Je ne sais pas encore, je n'ai pas fait le film. Mais vous l'avez écrit. Vous l'avez écrit. Kind of. Oui, un peu, en De quelque toute façon, sorte. Vous le réécrirez. I have the concept. J'ai le And I concept know how and what I need to do. et with je it. sais comment et quoi faire et j'ai le titre. Et le titre, on peut l'avoir ou c'est trop gourmand? I'm going Je vais kill. vous tuer. Super. Et sans entrer évidemment dans les détails, en quoi ce sera important de revenir au cinéma plutôt qu'on pourrait dire bah, ce film, je le ferai aussi pour le streaming. Qu'est-ce que vous espérez que le cinéma va vous apporter sur ce nouveau projet par rapport au streaming? Je pense que c'est une question de diversité. Je viens de faire quelque chose de très très long pendant 2 ans de ma vie et maintenant je veux revenir à quelque chose qui est moins long. Le cinéma et le streaming ne sont pas deux mondes à part, c'est la même chose. La seule chose qui change, c'est la longueur. Et donc, je pense qu'il est important de faire ce qu'on fait à la manière qu'on souhaite. Et maintenant, j'ai juste un support supplémentaire, c'est le streaming. Mais en fin de compte, c'est le même ADN, c'est la même chose qu'il faut faire.
Il faut engager les gens. Il faut faire une sorte de performance. Il faut divertir. Vous qui êtes très cinéphile, on sait que vous avez un amour du cinéma, de tous les cinémas, qui est ancré depuis votre petite enfance. Hein. Vos premiers souvenirs de cinéma, c'est 5 ans, c'est Nashville de Robert Altman, et vous avez depuis été tout le temps au cinéma. Est-ce que c'est important pour vous l'expérience de la salle de cinéma? Est-ce que c'est, en tant que créateur, c'est important qu'il y ait, et c'est forcément différent, même si chez soi on a des beaux écrans, des rétroprojecteurs et tout ça, l'expérience de la salle de cinéma, c'est autre chose. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez envie, même pas uniquement, parce qu'on voit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur d'autres écrans, mais est-ce que c'est quelque chose dont vous ne pourriez pas vous passer? Eh bien, j'adore le cinéma. Ma mère m'a amené voir Nashville à l'âge de 5 ans. Et je me rappelle qu'à la fin, quelqu'un a été tué. Et puis, il y avait The Fat City, John Huston, qui m'a beaucoup impressionné. Le truc, c'est que je n'ai pas découvert le cinéma au cinéma. J'ai découvert le cinéma à la télévision. Quand j'avais 9 ans, et on a déménagé à New York, de Copenhague. À Copenhague, il y avait une seule chaîne où il n'y avait strictement rien. Donc, je ne connaissais pas vraiment la télévision. J'étais allé au cinéma 1 ou 2 fois pour voir une bande pour voir justement une animation. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai découvert la télévision. En cliquant sur un bouton, je pouvais changer de chaîne, et je pouvais changer d'émotion, et je pouvais contrôler la durée, choisir quand je voulais cliquer là ou ailleurs. Et je pouvais donc passer en revue toute la gamme d'émotions. Les pubs, les films, un programme télévisé, et j'avais adoré ce phénomène. À l'âge de 14 ans, c'est le cinéma qui m'a trouvé. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie jusqu'à ce que j'ai vu le Texas Chainsaw Massacre. Et je me suis dit, c'est ça que peut faire le cinéma, ça peut être ça. Et donc, pour moi, j'ai toujours dit que la télévision, c'était en fait ma façon de découvrir la réalisation d'un film grâce au fait qu'on peut cliquer sur un bouton. Et du coup, est-ce que la plateforme que vous avez lancée, c'est un peu la continuité de cet amour que vous avez du cinéma à la télévision? Vous savez, cette plateforme by NWR, qui est une plateforme gratuite. Oui, il y a quelques années, je pensais que ce serait intéressant de créer une sorte de fondation en ligne, une communauté, une opportunité de streaming culturel. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais j'ai réuni une équipe et nous avons créé donc cette plateforme. Maintenant, nous avons la version française.fr. En gros, c'est une sorte d'arène culturelle, de culture oubliée. Et comme le cinéma est devenu comme une sorte de musée dans le contexte, l'idée était de créer un musée en ligne de la culture, et notamment de films. En même temps, il ne s'agit pas simplement du passé, il faut avancer vers l'avenir. Mais pour le faire, il faut comprendre le passé. Maintenant que nous avons créer cette entité, cette manifestation. Il y a un manifeste, en fait, et c'est gratuit. Et je me suis dit, il faut maintenant créer du contenu original. On a l'histoire du passé, et maintenant, je voudrais créer l'avenir sur cette plateforme. À un moment donné, peut-être bientôt, on pourra peut-être même commencer à y injecter ses propres créations. Donc vous deviendriez producteur. Alors producteur, peut-être certains des programmes seraient faits par vous, d'autres par d'autres réalisateurs. Ce serait ça l'idée? Eh bien, c'est une occasion pour explorer cette idée d'auto-streaming.
C'est la dernière frontière pour un artiste, créer quelque chose à la maison et faire du streaming à partir de chez soi. Des musiciens ont pu le faire, par exemple, mais dans le cinéma, on n'y est pas encore au niveau commercial. Et ça, c'est une des expériences qu'on souhaitait faire avec cette création. Justement, le cinéma, c'est quelque chose de collectif, alors que, par exemple, un musicien va pouvoir être plus soit seul, soit à 2 ou 3, alors que le cinéma, c'est plus compliqué de faire du cinéma tout seul. Donc, ça veut quand même dire avoir une équipe. Oui. Donc, parce que le financement, même si les films que vous mettez à disposition gratuitement sur votre plateforme, vous les achetez, vous les restaurez. Parfois, ils sont peut-être libres de droit et tout ça, mais il faut les restaurer. Vous présentez, les films sont toujours impeccables sur la plateforme. Ça coûte de l'argent. Là, ça coûtera encore plus cher des créations originales, non? Oui. Mais toujours gratuit pour le spectateur. I don't know yet. Je ne sais pas encore. Le truc, c'est que on commence quelque part et parfois les choses se transforment et deviennent autres. Je pense que le passé devient gratuit. Il y a cette idée d'une communauté en ligne et elle existe quelque part. Il faut vraiment en comprendre le sens. Être gratuit, c'est devenu une sorte de nouvelle forme de monnaie. Mais du coup, est-ce que la création nouvelle serait dans l'esprit de la création ancienne qui est sur ce site? C'est-à-dire très axée autour du cinéma de genre? Franchement, je ne sais pas. Je ne vois pas les choses de façon spécifique. Ça va être ce qui nous intéresse. En tout cas, il y a déjà quelque chose qui est très spécifique sur cette plateforme, c'est que vous avez refusé d'en faire un robinet à films. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que ça. Vous classez les films par thématique, avec des nouvelles thématiques tous les 3 mois, mais vous enrichissez les films que vous proposez de contenu texte. Soit des textes déjà publiés, soit des textes mais qui n'étaient pas forcément trouvables, soit des textes produits pour l'occasion. L'idée, c'est pas simplement d'abreuver un robinet à images. L'idée, c'est d'amener les gens à réfléchir quand même à ce qu'ils voient. Je ne sais pas encore. Avec cette plateforme, c'est un stade où ça évolue beaucoup. Et c'est ça qui est sympa avec une expérience. On ne sait pas où elle va finir. Je n'ai pas de réponse spécifique encore parce que c'est en mouvance, c'est en train de se transformer. Je ne connais pas son devenir dans l'absolu. Je connais mes aspirations, c'est tout. Je pourrais dire oui, en ligne, très vivant, créer une sorte de robinet qui donne un flux d'opportunités. C'est un petit peu comme un robinet qu'on ouvre, en effet. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous êtes très complet, parce que d'un côté, il y a cet amour du streaming qui vient avec le dématérialisé, et en même temps, vous êtes, j'allais dire, un fétichiste de l'objet. Ça se voit d'ailleurs dans la manière dont vous filmez certains objets dans vos films, mais aussi on sait que vous êtes un très grand collectionneur. Vous avez collectionné peut-être encore les jouets japonais, et puis les affiches de cinéma. Vous avez d'ailleurs fait ce livre qui est édité, que je recommande à tous, qui est un livre merveilleux qui s'appelle L'Art du regard, où vous avez cette collection d'affiches que vous aviez achetées à un camarade de la 42e rue, et ce sont un peu des films oubliés dont on a quelque chose là. Certains d'ailleurs des films se retrouvent sur la plateforme. J'ai toujours adoré collectionner les choses. J'aime les choses difficiles à trouver. Donc, c'est une sorte d'habitude. J'achète plein de choses, je ne sais pas quoi en faire, et ma femme, elle en a marre et ça finit à la cave. Ben, ça finit à la cave, ou ça finit en ligne, ou ça finit sur les... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, vous faites de votre vie un truc d'expérimentation. C'est-à-dire que vous achetez un stock d'affiches comme ça sur un coup de tête, et finalement, ça devient un livre. C'est pas simplement quelque chose qui finit à la cave, comme chez Monsieur Tout-le-Monde. Non, c'est vrai, mais j'ai eu l'ultimatum de ma femme. Elle a dit, ou vous jetez tout ça à la poubelle, ou vous en faites quelque chose. Donc j'ai décidé de faire quelque chose.
Voyez-vous, comment est-ce que je peux le dire? Quand j'étais jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne voulais pas devenir un réalisateur, je voulais juste devenir très très connu. Et je ne savais pas comment y parvenir. En fait, il y a eu quelque chose en moi qui souhaitait une sorte de reconnaissance. J'en avais terriblement besoin. Je voulais créer, mais je ne savais pas quoi créer. Je n'étais pas très bon, je ne savais pas danser. Je suis dyslexique, je ne pouvais pas peindre parce que je suis daltonien, je suis très mauvais avec l'argile. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Je n'ai pas beaucoup de compétences artistiques, de dons. J'ai grandi à New York dans les années 80 et j'étais membre de pas mal de clubs. Et j'ai rencontré cette idée de se faire plaisir, c'est-à-dire que l'ego deviendrait le support. Ça m'a fasciné. On pourrait s'utiliser soi-même comme source, comme idée de création. Et à travers cette idée, j'ai compris que j'aurais une sorte de toile qui me permettrait de créer. Et le support, finalement, c'était le film. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on vous entend, c'est exactement l'idée de Bronson, votre film, où le personnage dit ça. Je voudrais être célèbre, mais je ne sais pas dessiner, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Et lui, c'est son propre corps qui va devenir, en quelque sorte, l'objet. Vous aviez pensé à ce parallèle ? Oui, absolument. Bronson était une sorte d'autobiographie. Et j'ai été très cruel. J'ai pris la vie de quelqu'un d'autre. C'était une vie fausse. Il s'appelait Michael Peterson, il a changé son nom, c'est une sorte d'alter ego. Donc j'ai décidé de tourner un film sur mon propre alter ego en utilisant Charlie Bronson comme support. Bronson est devenu en quelque sorte l'autobiographie de ma vie. Et sur ce qui est intéressant, c'est de suivre, par exemple, un film comme Night Tide, le film de Curtis Harrington. Vous le découvrez en affiche. Vous le mettez dans votre livre et après vous en faites l'acquisition pour votre site. Il est sur un des premiers trimestres du site, on voit Night Tide. Et finalement, Night Tide se retrouve en extrait dans l'épisode 4 de Too Old to Die Young. Hier, on a vu un extrait de... Donc, comment ça se passe? C'est que tout d'un coup, vous tombez amoureux de ce film et vous lui trouvez de multiples usages. Oui. Night Tide, c'est en fait un film absolument extraordinaire que je recommande fortement. Curtis Harrington, c'était un réalisateur américain qui était très ami avec Kenneth Anger dans les années 50. Et ils faisaient des films expérimentaux ensemble. Curtis, ensuite, a fait des films plus hollywoodiens et l'autre a continué avec les films expérimentaux. Son premier film, c'était Night Tide. Je l'ai rencontré avant sa mort. C'était une personne très triste. Il avait l'impression que sa fille, pendant toute sa vie, il avait manqué de chance, à l'exception de Night Tide. Donc, quand j'ai eu l'occasion de l'acheter, ce film, je l'ai acheté pour Curtis, en fait, qui est décédé il y a longtemps. Et les négatives ont été totalement détruites. On avait pensé que c'était un film perdu. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Je suis allée en France et en fait, ils ont fait une restauration pendant toute une année du film. On a pu créer donc négatif de nouveau. Je remercie les Français. Alors ça, la restauration des films, il me semble que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement. On est ici à Cannes Classique, vous étiez venu il y a quelques années pour présenter La Planète des Vampires de Mario Bava. Vous aviez participé à la restauration de La Planète des Vampires ? Un petit peu, mais pas tant que ça. Avant de me lancer dans ce projet, j'étais en contact avec des gens spécialistes de restauration. Je ne connaissais pas grand-chose en chimie.
Je ne savais pas trop comment on allait procéder. Et aujourd'hui, vous participez plus activement ou vous faites confiance à des laboratoires et vous regardez le résultat? Non, je ne regarde même pas le résultat. Ce sont d'autres personnes qui s'occupent des résultats. Moi, je paie les factures, c'est tout. Et quelle est votre ligne de conduite auprès de ces films? Est-ce que vous avez dans votre tête une wishlist des films que vous aimez, que vous allez essayer de retrouver, de restaurer pour peut-être les voir vous-même et les donner à voir à d'autres? Ou vous avez des gens qui, pour vous, cherchent des choses et vous proposent des listes de films que vous pourriez acquérir, voire faire restaurer? Non, c'est l'équipe qui s'occupe de la restauration qui trouve des titres et qui m'apporte ce qu'ils pensent être intéressant. Moi, je ne m'occupe plus de cela. Je vais déléguer à d'autres. Jusqu'à présent, on a eu de la chance pour trouver des documents intéressants. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va élargir la discussion. Vous savez, maintenant, on parlait autrefois de masterclass, maintenant on parle de rendez-vous avec. Et rendez-vous avec, c'est nous tous qui avons rendez-vous cet après-midi avec Nicolas Winding Refn. Et si vous voulez lui poser des questions, eh ben, c'est le moment. C'est le moment. Voilà, ben je vois, voilà, on va mettre un peu de lumière, voilà, et comme ça, on verra les mains qui se lèvent. Et donc, monsieur, là, a déjà une question. Alors, oui, comment on va faire? On a le micro qui arrive, voilà, bah, super, la vie est belle. Bonjour, et merci pour votre présence. Dit devant tout le monde que vous aviez les mains les plus douces du monde, et je voulais savoir à quel moment vous vous êtes dit que les mains, ça allait être un thème récurrent dans vos films. Je ne sais pas. Je me souviens que dans mon enfance, j'étais tout petit. Je me souviens de ma mère qui me mettait des gants aux mains pendant que je dormais. Et à mon réveil, j'avais des mains très douces. C'est vrai. Juste derrière, monsieur. Hi. Vous avez parlé d'Alejandro Jodorowsky et je me demande quelle était votre relation avec Hideo Kojima, que l'on voit dans le 4e épisode. En quoi a-t-il eu un impact sur votre travail? Et que pensez-vous des jeux vidéo, par exemple? J'ai une grande admiration pour les jeux vidéo. J'ai un peu la tête qui me tourne quand je joue à ces jeux vidéo, donc je ne joue pas très souvent. Mais je passe un peu de temps sur Hideo, je trouve que c'est très inspirant ce qu'il a à me dire, ce que je lui dis. C'est juste une très bonne coopération. Peut-être quelque chose aura lieu l'an prochain, je ne sais pas. Merci beaucoup pour votre exposé. Je trouve ça très intéressant. J'adore votre travail. Vous avez dit que vous n'aimiez pas parler de votre travail. Alors pourquoi êtes-vous là? Parce qu'ils ont dit qu'ils ne parleraient pas de mes œuvres passées. Moi, je suis très heureux de parler de ce que les autres créent, mais si vous me demandez pourquoi moi je fais ceci, pourquoi je crée cela, pourquoi je fais cela, qu'est-ce que vous pensez de votre mère, de votre père, comment fonctionne votre vie sexuelle? Moi, je ne rentre pas dans tout ça. Vous avez dit que vous tourniez en ordre chronologique. Donc pour un producteur, ce n'est pas une bonne approche pour des raisons budgétaires. Et la télévision aussi a des budgets serrés. Donc quel compromis faites-vous? Le producteur, c'est moi. Mais c'est une très bonne question. J'aime votre pantalon. Pourquoi cette couleur?
Parce que j'ai pensé que ça allait être très smart. Bonjour, je suis fan de vous. J'ai 2 choses pour vous. Est-ce que vous acceptez que je vous les donne? Oui, merci. Je peux vous les apporter? Venez vous-même, venez vous-même. That's you? Oh wow, that's wow. You want to touch my hand? Vous voulez toucher ma main? Can you feel the softness? Est-ce que vous ressentez la douceur de la main? Oui. Ça, ce sont les mains les plus douces que vous sentirez jamais d'un homme. Merci. Ah, ici. What's something you're looking forward to seeing in the film industry? Qu'attendez-vous de l'industrie cinématographique dans les années à venir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous passionnent aussi aujourd'hui? Je trouve que la réalité virtuelle, c'est intéressant. Je n'en connais pas grand-chose, mais je trouve que c'est assez intriguant. Et en ce qui me concerne, c'est une frontière qui m'intrigue. J'aimerais en apprendre davantage. Vous avez parlé de votre processus d'écriture. Vous avez dit que vous réécrivez chaque nuit. Mais en tant que directeur de la photographie, moi j'aurais les idées un peu embrouillées si chaque nuit le réalisateur réécrivait tout pendant la nuit, alors que le matin, qu'est-ce que vous dites à l'équipe? Eh bien, on dit à l'équipe ce qu'elle doit faire aujourd'hui. You told that your essence of the cinema is really close to the TV. Votre relation au cinéma est assez proche de la télévision. Pensez-vous que Netflix, Amazon ou autres peuvent être comme une sorte de bibliothèque de grands films? Est-ce que Netflix, Amazon peuvent être à l'origine de grands films? C'est ça, je I don't speak French. Ah. Je ne parle pas français. Sorry, what was your question? Quelle était votre question? Est-ce que les services de streaming, les plateformes peuvent devenir une sorte de plateforme ou de bibliothèque pour de grands films? Aujourd'hui, les films qui sortent en salle sont plus importants que les films de Netflix ou d'Amazon. Pensez-vous que ces derniers peuvent renverser la tendance et faire du format télévisuel un format plus important encore? Yes. Réponse oui. Hello. Bonjour. Il semble que vous soyez très libre dans votre création, votre processus créatif. Avez-vous un projet qui vous tient particulièrement à cœur au niveau de votre imagination? En fait, je ne sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que j'ai un projet imaginatif? Pas maintenant, mais probablement avant de mourir, je dirais, bon sang, j'aurais bien aimé faire ce projet-là. In regards to non-linear storytelling that you sort of got into a bit with. Pour ce qui est des histoires non linéaires, il semble que
avec votre projet Too Old to Die Young, est-ce que vous essayez de naviguer un petit peu comme si on était dans YouTube et essayer de naviguer dans un certain espace? Est-ce que cela, vous pensez, va influencer votre futur travail? C'est une bonne question, car on essaie toujours beaucoup de donner au public beaucoup d'options, de naviguer dans les narrations. Moi, j'ai plutôt tendance à apprécier un point de vue plus que toute autre chose. Et je pense que c'est habituel que tout le monde souhaite être poussé vers une odyssée avec un point de vue clair. Ça, c'est ce que j'aimerais aussi pour moi. Mais ça, c'est une autre opportunité de création. Et si ça marche pour quelqu'un, eh bien, très bien. Je peux parler? Ok. Bonjour, déjà merci d'être venu, c'est super cool. Et du coup, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez les mains douces. Je le refais? Non, ok. Du coup, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez les mains douces, et je voulais savoir quel était le secret pour la douceur de vos mains. C'est ma mère qui me mettait de la vaseline sur les mains, et qui me mettait des chaussettes aussi aux pieds quand j'étais tout petit. Hi, over here, on your left. À votre gauche. Will you come and talk to us about your soft hands on our online interview show? Voulez-vous nous parler de vos mains douces sur notre site d'interview en ligne? Oui, bien sûr. Ça pourrait être main.com. Hello, I'm here. Bonjour, je suis là. I'm here. Here. Hello. First of all, I would like to say that Tout d'abord, je voudrais dire que vos films reflètent notre époque. Ils sont superficiels, peu profonds. Mais quel genre de livres lisez-vous? Lisez-vous des livres de philosophie? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que vous êtes assez peu profond? C'est une question intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire, peu profond? Bien sûr, on peut m'attaquer sur ce point, mais pourquoi? Parce que je ne vous dis pas quoi penser? Bien sûr, vous recherchez une sorte de signification. Vous avez des questions et vous voulez que j'y réponde moi-même. Et c'est avec cette attitude que tous les jeunes pourraient vous dire « fichez le camp d'ici ». Bonjour, je suis ici. Je parle en français, donc. Lorsque vous avez dit que les élections de Trump vous avaient influencé un peu dans l'esthétique et dans la manière de faire votre série, est-ce que vous considérez que vos autres films sont aussi influencés par une sorte de politique ou d'une esthétique du politique que vous avez traité dans votre œuvre? Non, c'est la première fois que la politique s'infuse dans un de mes projets. Et je pense que c'est dû au fait que Trump a eu un impact aux États-Unis, dans le sens où les gens aux États-Unis réagissaient très clairement, très nettement au sujet de Trump. La façon dont ils en parlaient, c'est une sorte de chaos. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais avec l'instinct humain. Donc, en fait, c'est une sorte d'insanité dont on essayait de parler avec Too Old to Die Young. Oui. Bonsoir, je suis là. J'ai une question concernant les différents moyens de faire de l'image. Donc en fait, vous avez parlé de réalité virtuelle et de jeux vidéo. A priori, c'est des choses qui vous intéressent.
Et également, votre rapport par rapport à l'iPhone. Vous avez dit que vous avez connu Darius Khondji comme ça. Est-ce que vous pourriez être amené à faire un film à l'iPhone et quel est votre rapport à la pellicule aussi? Actual what? With film, with a spool of film, a reel. Oh, I haven't shot film in 10 years. Non, ça fait 10 ans que je n'ai pas tourné avec la pellicule. J'aime le côté artificiel de l'image. J'aime les iPhone. Je pense que les gens qui travaillent avec ça font un travail fantastique. C'est ce que font mes enfants. Donc c'est un appareil avec lequel on peut tout faire. Il n'y a plus d'excuse aujourd'hui de ne pas créer. Hello. So you talk about, I'm right here, sorry. Je suis là. Vous avez parlé de tomber amoureux avec Ryan Gosling et puis de films très longs avec Elvis Presley. Est-ce que vous écrivez en ayant certains acteurs à l'esprit ou est-ce que vous trouvez les acteurs après l'écriture? Je suis assez peu exigeant vis-à-vis de moi-même. J'essaie de m'absorber en moi-même. Ça veut dire que je présente tout de mon point de vue. Je n'écris pas en pensant à des personnes en particulier. La question est de savoir qui peut présenter, qui peut représenter au mieux ce que j'ai écrit et qui peut être en contradiction aussi avec cela. Lorsque j'ai rencontré Miles, la première fois, nous sommes réunis chez moi et on est resté assis là et on s'est regardé l'un l'autre longtemps. Je lui posais une question, il répondait. Mais dans mon esprit, je me disais, il ressemble à Elvis Presley. Si je peux faire un film de 13 heures sur Elvis Presley, alors que ça ne pourrait pas être plus américain que cela. Ici. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci d'être venu. Enfin, je suis un grand fan. Et dans tous vos films, vous respectez à la quasi-perfection les règles de composition d'image pour la rendre la plus propre, la plus efficace et aussi la plus riche en éléments visuels. Mais en contrepartie, vous arrivez à malmener les spectateurs de par l'histoire et la direction d'acteur, le son, le montage, enfin, vous l'avez dit aussi. Donc, comment vous travaillez cette relation et cette balance entre le propre, le pur et la pure, enfin, et la violence, du coup? Comment vous travaillez cette relation? Je ferme les yeux et je me demande ce que j'aimerais voir. C'est très simple en fait. Ça devient une façon technique ensuite d'y parvenir. Mais je pense que moins c'est plus et rien c'est tout. Il faut que les choses soient le plus simples possible pour avoir de grands effets. Hello, right here. Will we see on your platform movies made by new film directors who will be launched? On voit des films sur différentes plateformes faits par des réalisateurs. Est-ce qu'on va vous voir aussi sur ces plateformes? Réponse oui. Bonjour. You say that you made your weakness an advantage. Vous dites que vous faites de votre faiblesse un atout. Comment faites-vous? Je ne peux pas vous dire comment faire, mais c'est un petit peu se réveiller ce matin, se regarder dans un miroir, et si je ne peux pas faire ça, c'est une chose. Mais si moi je ne peux pas faire une chose, eh bien eux, ils peuvent la faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, je n'ai pas assez d'argent, donc je ne peux pas faire telle chose. Bon, très bien, c'est clair. D'autres personnes peuvent se l'offrir, cette chose-là. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est cela. Et vous pouvez tourner les choses à votre avantage. Moi, je suis dyslexique. Je ne peux pas écrire une phrase.
Donc je ne vais pas me lancer comme auteur, mais je dicte à quelqu'un qui écrit. Donc il faut accepter ce pourquoi on n'est pas bon et on essaie de devenir l'opposé. On fait de cela notre force. J'ai eu différents diagnostics dans ma vie. Il y avait aussi à l'école, lorsque j'étais à l'école, différents tests. Au pire moment de sa vie, il faut se demander ce que c'est que d'être normal. Tout au fond, ici. Tout au fond. Ici. Ouais, c'est pas grave. Merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui. Je profite du fait qu'on soit dans un festival, un des plus beaux festivals au monde, voire pour le plus beau, et qui reconnaît à la fois les cinéastes très reconnus, mais également des cinéastes pour leur premier film. Est-ce que vous avez des cinéastes jeunes de la nouvelle génération que vous aimez particulièrement et dont vous aimez particulièrement le style? Merci. C'est toujours une question difficile parce qu'il y a beaucoup de grands jeunes réalisateurs et j'ai pris l'habitude de ne jamais nommer qui que ce soit parce que ceux que je ne nomme pas m'appellent après pour me dire pourquoi est-ce que tu ne m'as pas cité. Donc je pense qu'il y a tellement de talent partout, tellement de beauté et tellement d'énergie que c'est ce qui sauve le monde de la folie, c'est la créativité. Et nous avons tous le talent pour créer. Ça ne veut pas dire qu'on crée de belles choses. Beaucoup de gens n'aiment pas ce que je fais. Mais alors, je m'en fous. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Et ce qu'il y a de bien avec streaming ou l'Internet, c'est qu'il y aura toujours des gens qui ressentiront ce que moi je ressens. Donc, peu importe s'il y a des critiques, parce qu'il y aura toujours des gens qui apprécieront ce que je fais, ou le contraire. Et c'est cela qui est bien avec Internet, c'est qu'on ne contrôle plus rien. Il n'y a pas un gardien, une autorité élitiste qui décide. Il y a tout simplement notre créativité. C'est tout ce que je peux demander de qui que ce soit. Et moi, si je vais quelque part pour faire une expérience, eh bien, c'est tout ce que j'attends. Donc, survivre dans ce monde-là, c'est très simple. Il faut être sincère. Il faut faire ce que l'on veut faire et c'est la seule chose qui ne pourra pas nous être enlevée. Good afternoon. Bonjour. Yeah. Smile and pretend, yes. J'aimerais connaître votre avis sur les films expérimentaux. Je suis allé à une première hier soir, j'ai vu Too Old to Die Young et j'ai vu qu'il y a des éléments expérimentaux, notamment avec le son. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Je pense qu'il est important de faire de nouvelles expériences à tous les niveaux. Il ne faut jamais répéter ce que l'on a déjà fait. Ça, c'est une règle d'or, à mon avis. Parce que autrement, la vie devient confortable. Il faut toujours vivre dans la peur et faire ce que l'on fait. Si c'est un film, par exemple, il faut que ce film soit comme si c'était le dernier film que l'on va réaliser. Ne pensez pas à long terme. Ne vous dites pas, je vais faire ceci, cela. Faites ce que vous faites comme si c'était la dernière chose. Le seul conseil qu'un réalisateur ait pu me donner et qui a résonné en moi et que j'ai compris, là, je mangeais une glace à Stockholm dans les années 90 et j'ai demandé à un grand réalisateur quel conseil il donnerait à un jeune réalisateur.
Et j'ai pensé qu'il allait me dire des choses complexes. Il m'a dit une chose très simple. Il m'a dit, fais les choses à ta façon. Mais oui, mais donc, quoi de plus? Mais il n'y avait rien de plus, parce que c'est la seule chose que l'on a. Et il faut être solide sur ce point-là. Et il y a une sorte de satisfaction perverse à créer de la diversité, parce qu'il y a une sorte de satisfaction perverse à être l'objet des obsessions de tous. C'est un petit peu comme se déshabiller en public. C'est une idée assez perverse de la satisfaction, même si ça peut être terrifiant. Mais la créativité consiste à s'exposer. Et il faut avoir une attitude noble à ce sujet-là. Il faut aussi être doux vis-à-vis de soi-même. Il faut être centré sur son ego et narcissique. Oui, on crée son foutu truc. Eh bien, c'est comme cela qu'on doit le faire. Il n'y a rien de mal à cela. Il faut s'accepter. C'est comme de la cocaïne. Prenez-en plus. Bonjour, avant vous avez flirté avec l'idée de travailler à des grands projets avec des studios. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire à ce stade de votre carrière, ou vous faudrait-il accepter des compromis? Chaque fois que vous faites quelque chose où il y a beaucoup d'argent investi, vous tombez dans les compromis. Il faut l'accepter. Comme quand je fais de la publicité, je ne fais pas une biographie, je dois fournir quelque chose qui corresponde à la marque. Lorsqu'on fait ce genre de film, et j'apprécie beaucoup de voir ces films, il faut avoir un certain état d'esprit. Moi, j'aime bien la liberté de création, parce que c'est là que je vis, c'est là que mes jours passent et que j'ai de mémoire qui remonte à longtemps. C'est avec cela que je vais décéder. C'est ce qui m'a toujours attiré. Peut-être qu'un jour, j'aurai le bon projet et je serai prêt, effectivement. Star Wars, par exemple, c'est une excellente idée. Mais c'est bien pour eux, mais ça on l'accepte. On ne doit pas faire tous la même chose. Mais à partir du moment où vous continuez ce que vous faites, il faut se souvenir toujours qu'au final, la créativité, c'est une affaire qui vous concerne vous et qui concerne la façon dont vous vous exprimez. Over here. Hi there. Do you have any advice about Avez-vous des conseils concernant le processus de création? Du fait qu'il ne faut pas que l'on se distrait de son processus créatif en faisant quelque chose de commercial. Alors j'aime beaucoup les iPhones, mais il y a une société qui s'appelle General Magic, vous connaissez? Oui, alors donc quelle est votre question? Avez-vous un conseil pour l'équilibre entre créativité et publicité? Alors, rentrons dans les faits, parce qu'il y a quelques distributeurs ici. Voilà comment ça va fonctionner si vous voulez survivre dans cette activité, que vous soyez artiste, poète ou autre chose. Faites en sorte que les choses s'équilibrent financièrement, que ça marche financièrement, parce que c'est cela qui va vous amener au projet suivant. L'argent, c'est la liberté, c'est tout. Ça n'améliore pas votre vie, ça ne vous rend pas plus heureux, mais ça vous paie la liberté et ça vous donne du temps pour être libre. Donc, bien sûr, vous devriez toujours penser d'un point de vue commercial quand vous faites quelque chose. Ce n'est pas que vous devez vous changer tel que vous êtes, mais si quelque chose coûte $1, c'est une chose. Si ça coûte $1 million, ça va devenir plus complexe. Mais tant que vous pouvez survivre dans tout cela, c'est ça votre paramètre. On veut tous faire des grands films qui gagnent beaucoup d'argent, des streaming shows ou autres. C'est comme
toute activité. Ensuite, vous pouvez, si vous pouvez faire quelque chose qui ne perd pas d'argent, alors vous pouvez avoir une carrière toute votre vie. Ensuite, vous pouvez faire des choses fantastiques, mais qui commencent à perdre de l'argent. Et ça, là, ça va devenir de plus en plus difficile pour vous. Bien sûr, en Europe, on a beaucoup de programmes de subventions. Mais enfin, on ne va pas se lancer dans ce débat. Et vous pouvez faire un mauvais film qui gagne beaucoup d'argent, mais tout le monde s'en fout. Parce que ça ne touche pas l'âme, ça gagne de l'argent, c'est tout. Et voilà, tout le monde est payé. Il y a un salaire et ça fait que l'industrie continue. Mais ça, on ne dort pas bien avec ça. Et ensuite, vous faites un mauvais film et qui perd de l'argent, là c'est fini. Donc voilà les critères. Alors demandez-vous où vous voulez être. Où vous voulez être. Mot de la fin de cette très belle discussion. Je vous remercie pour votre attention et pour ces questions toutes très passionnantes que vous avez posées. On applaudit Nicolas. Merci pour ce moment avec nous.